Chloé Ridel et Backseat sont-ils complices du Id à Gaza? C'est la question qu'on va se poser. Et donc, plus sérieusement, Backseat a reçu Chloé Ridel, donc, qui est porte-parole du Parti Socialiste, je crois, qui est notamment dans l'équipe d'Olivier Faure, pour parler un petit peu du congrès du Parti Socialiste. Et ils ont évoqué à la fois les primaires à gauche et à la fois ils ont évoqué le positionnement du Parti Socialiste par rapport à ce qui se passe à Gaza depuis 2 ans. Si je dis ce qui se passe, hein, c'est pour éviter le robot YouTube. Hein. Dites pas que je n'ai pas le courage, hein, c'est juste pour ça. Euh, le problème, c'est que ils refont le match, ils font comme s'ils avaient toujours été clairs. Ils en profitent pour mettre 2-3 petites piques à la France insoumise. Et moi, je trouve ça assez honteux. Bon, déjà venant de Chloé Ridel, mais aussi venant de Backseat, hein, qui avait été particulièrement une serpillière médiatique pendant les pires moments pour le peuple palestinien. Donc, on va voir un petit peu tout ça avec Zoé et on va remettre les pendules à l'heure sur ce qui s'est vraiment passé. Comment est-ce que ça va, Zoé? Salut Padu, ça va? Bah écoute, c'est la session retournement de veste de Sosdem mou entre potes, hein. C'est-à-dire que ouais, tu disais Backseat, ils avaient notamment reçu voilà, une meuf qui était venue expliquer que Israël c'était un projet décolonial, je crois, ou anti-impérialiste. Enfin bon, bref, sans quasiment aucune contradiction en face, si Décolonial, ouais. j'usule un peu. Ouais, ouais. Donc voilà, au moment où il y avait déjà des massacres absolument monstrueux après le 7 octobre, massacre qui avait déjà lieu avant, hein, pour rappel. Donc voilà, c'est toujours. Alors, d'un côté, si tu veux, c'est très bien de voir que d'un côté que le vent tourne et que ça y est, là, tout le monde commence à s'accorder au bout de 1 an et demi de boucherie à trouver que quand même, ça serait bien que ça s'arrête. Ça aurait été bien 18 mois plus tôt, ou même 70 ans plus tôt. Mais c'est très énervant de voir tout le monde voilà, s'acheter une vertu alors que bon, on se souvient. Yes, bon, on va regarder un petit peu tout ça. Premièrement, on va commencer par l'avis par rapport au congrès. Je vais juste mettre ce passage parce qu'on parle des noisettes, hein, de temps en temps sur la chaîne maintenant, Oui, parce qu'on aime bien les rappelle, noisettes. rappelle la Euh, théorie de la noisette, alors, la Padu. théorie de la noisette, c'est le fait que y a des gens qui se pensent centraux et qui ne voient pas qu'ils sont entre deux forces. Étant donné qu'ils sont entre deux forces, ils se disent ah oui c'est trop bien, bah, je suis la personne centrale et donc je vais avoir la puissance des deux forces. Alors qu'en fait la puissance des deux forces tu la prends juste sur la gueule dans le casse-noisette et tu finis comme une noisette dans le casse-noisette quoi. Et bon on a vu ça avec notamment François Ruffin, avec tous les unionistes en général qui se retrouvent entre le centre gauche, Glucksmann, un peu Hollande, un peu Meyer Rossignol, qui eux peuvent faire un gros score en allant chercher les anciens macronistes déçus et une partie de la gauche SOSDEM, ou alors une gauche plus radicale autour de Jean-Luc Mélenchon. Mais en fait, ceux qui sont entre deux vont devoir faire 2% ou rejoindre un des deux camps, quoi. C'est un peu ça la théorie de la noisette. Chloé Ridel, elle, étant du côté d'Olivier Faure, elle prône une alliance à gauche, mais sans la France insoumise. C'est déjà une évolution parce qu'Olivier Faure, de base, était plutôt dans la NUPES, puis dans le NFP, donc quand même dans des alliances avec la France insoumise, et il a fini par se soumettre à l'aile droite du parti un peu plus en disant bah maintenant c'est des alliances, mais sans la France insoumise. C'est une évolution. Ça lui a permis peut-être de retrouver un équilibre dans son parti et d'être pas trop mal parti là pour le vote final qui va se passer le 5 juin. Mais on rappelle qu'au Congrès, là, il y a eu 40% Meyer Rossignol, 42% pour Faure et 18% pour Boris Vallaud. Donc c'est pas encore gagné, parce que si Boris Vallaud se retournait vers Meyer Rossignol, ben, le PS tomberait dans les bras de Nicolas Meyer Rossignol, qui soutient lui plutôt une candidature droitière, soit je sais pas, un François Hollande ou un Raphaël Glucksmann par exemple. Donc on va les laisser un peu dérouler sur cette histoire de primaire pour voir le niveau d'analyse politique qu'ont ces gens. Allez, c'est parti. Oula, aïe. Primaire et François Ruffin a pris position sur celle-là, mais il faut que ce soit l'objet d'une discussion collective. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut que chacun se rende compte que d'abord, l'extrême droite est à 40%, elle n'a jamais été aussi haute dans notre pays, elle n'a fait que progresser depuis 2022, que le taux Ça, c'est vraiment l'argument, tu sais, de base, ça met de base la gauche SOSDEP te dit tout le temps, oui, voilà, il y a l'extrême droite, donc en fait, on ne peut rien faire, on ne peut même pas réfléchir, comme si Olivier Faure était un barrage à l'extrême droite, tu vois, enfin, Non, mais comme bien si le sûr. PS avait été un barrage à l'extrême droite à un moment donné. On rappelle quand même que c'est Mitterrand qui a commencé à faire monter le vieux borgne Le Pen, et puis Hollande a tué la gauche
et a permis à la droite de continuer à imposer ses thèmes. Il a même fait une politique de droite au moment où il était au pouvoir. C'est lui qui a fait la loi permis de tuer. Enfin voilà, c'est une catastrophe quand même ce parti. Et elle vient L'échéance nous dire, c'est la faute de Mélenchon. l'échéance de nationalité, Ouais, enfin, ouais, ce serait la faute de Mélenchon, tu vois. Si c'est à 40%, tu vois, il faudrait continuer à voter PS, quoi. C'est aberrant, quoi. mmh. Total gauche, lui, est à 32% et qu'il n'y a pas d'hégémonie à gauche. Donc ça ne sert à rien que d'un côté. Et voilà, le total gauche est à 32%. C'est marrant parce qu'on retrouve les éléments de pensée qu'avait aussi Julia Cagé, qu'on avait analysé avec Chris, c'est de Oui, dire aujourd'hui c'est à 32%, sous Hollande c'était à 43%, donc la gauche a perdu 11%. Bah non, les cocos, en fait, sous Hollande, quand la gauche faisait 43% au premier tour, il y avait déjà 11% de gens centristes libéraux qui ont voté Macron après. C'est pas que ces gens sont devenus d'extrême droite du jour au lendemain, c'est juste qu'en fait, ils ne sont pas de gauche. En fait, il faut arrêter de considérer que tout le vote Hollande, c'est des gens qui sont de gauche, quoi. Ou alors, c'est des gens, voilà, qui sont, on peut dire peut-être qu'ils sont de centre-gauche, si on a une vision de la gauche qui est très très large, mais penser que la gauche a diminué de 11% en 12 ans, en fait, c'est totalement faux, quoi. C'est juste qu'il y a des électeurs qui se retrouvaient dans François Hollande, qui se sont retrouvés après dans Macron, quoi. Sinon, on comprend pas pourquoi Macron a augmenté, d'ailleurs. Côté, les insoumis veuillent absolument prendre l'hégémonie sur le PS, ou que de l'autre côté, le PS veuille absolument prendre l'hégémonie. Il faut avancer dans un cadre collectif Donc avec la aujourd'hui. France Insoumise, Donc vous nous avec dites, la hein. J'adore ce qu'ils nous vendent. C'est pas, le PS ne veut pas prendre l'hégémonie, hein. Le PS prône le collectif. C'est quand même vachement le PS, ça. Évidemment, on les connaît, ils ont toujours fait ça. Ça fait 40 ans qu'ils font ça. On les connaît très, très bien. Et puis bon, je pense qu'il y a plein de gens qui ont à peu près la même sensation que moi, c'est-à-dire: «Pourquoi ne les a-t-on pas déjà terminés à coups de pelle et jamais de la vie je fais collectif avec eux, en fait?» Pour des raisons politiques, hein. Nous ne sommes pas d'accord. Nous n'avons pas du tout le même projet. Pas du tout. Mais ouais, mais en plus de ça, à la limite, tu vois, c'est pour ça qu'on trouvait plus cohérent avec Chris le discours de Glucksmann, parce qu'au moins il assume ses trucs, tu vois. Et j'ai envie Oui. de dire, au moins Meilleur Rossignol, il assume aussi ses trucs. Quand tu vois Karim Bouamrane qui dit moi j'assume, voilà, le Parti Socialiste, c'est un parti de la gagne, on va défoncer la France Insoumise. C'est ce que veut faire le Parti Socialiste. Autant Chloé Ridel que Nicolas Meyer-Rossignol. Et j'ai envie de dire, c'est même bien normal, tu vois. Je veux dire, ils ont un Bah parti, oui. s'ils croient vraiment dans leur ligne, je vois pas pourquoi ils diraient je crois dans ma ligne, je pense que c'est la meilleure pour la gauche et même pour l'humanité, on va dire, mais je suis pour la diluer dans d'autres lignes et faire un mélange, tu vois, ça n'a aucun putain de sens comme truc, tu vois. Mmh mh. Tu vois, c'est comme quand Mélenchon disait, tu sais, au moment de la NUPES, il disait moi je n'aime pas les autres. Et il avait raison, tu vois, genre il est pas là pour aimer les autres, tu vois, genre c'est n'importe quoi. C'est ça. France Insoumise, ouais, avancer, ramer tout dans Non, la même parce que, direction. encore une fois, nous prenons acte du fait que Mélenchon a acté depuis très longtemps que de toute façon, il y aurait une candidature insoumise à l'élection présidentielle et que nous n'avancerions pas avec eux. Ça, c'est quelque chose Mais moi, qui il a été tranché. y a un truc que je comprends pas. On va passer Oui, maintenant oui. à ce qui nous intéresse le plus, à son avis et sa réécriture, on va dire, du storytelling sur Gaza, quoi. Sur les sujets internationaux, tu as signé une tribune publiée dans la Tribune dimanche, c'était le 10 mai dernier, sur le sujet de Gaza. Le mot génocide n'y apparaissait pas, il y avait à la place C'est bizarre. Là, on va voir On est aussi le très double surpris. discours. l'expression nettoyage ethnique. C'est quoi le bon terme aujourd'hui pour toi? Moi, j'emploie le terme de génocide parce que je pense que toutes les caractéristiques juridiques sont malheureusement réunies pour qualifier ce qui se passe à Gaza ainsi. Ça, c'est classique. C'est je vais sur un média où je me dis c'est un peu plus jeune, un peu plus à gauche. Je dis que je dis génocide. Par contre, elle écrit 15 jours avant quelque chose, elle dit pas génocide. Quand tu regardes ce qu'elle poste, et encore, elle, c'est quand même l'aile gauche du PS, tu vois. C'est pas Oui. la plus grosse sionarde du PS, tu vois. Quand elle écrivait l'an dernier, elle parlait d'un risque de génocide, tout ça, elle prenait vraiment plein de pincettes. Et maintenant, elle nous fait croire que voilà, elle a aucun problème à dire génocide. Bizarrement, quand elle va être sur des plateaux, je sais pas, de BFM TV ou de CNews, elle aura plus de mal à dire génocide. Elle va dire que c'est très mal, Rima Hassan, blabla, c'est très grave, le soutien au Hamas de la France insoumise et tout ça, tu vois. Oui, oui, et on précise que les messages où elle dit qu'il y a un risque de génocide, c'est des messages qui datent de fin mars 2024. Donc à ce moment-là, ça fait déjà 6 mois qu'il y a des massacres monstrueux sur Gaza, avec un blocus et tout ça. Je rappelle que le 8 octobre, le lendemain, tu as le ministre de la Défense israélien qui dit de la population de Gaza, ce sont des animaux humains et nous allons les traiter comme tels, et qui annonce un blocus, notamment
sur la nourriture, sur l'eau, chose qu'on voit aujourd'hui hein, avec une situation humanitaire qui est catastrophique, la famine et tout ça. Et Netanyahou qui prend la parole pour dire que quand ils font des mecs prisonniers et qu'ils les foutent à poil, il leur reste un peu de gras, donc c'est qu'ils ont assez à bouffer. C'est ça hein, quand même qui est dit actuellement. Mm. Et la tribune dont tu parles était une tribune transpartisane où on essayait de réunir le maximum de députés possible, y compris pas de gauche et de la Macronie, autour de l'objectif de reconnaître l'État de Palestine. Parce que Emmanuel Macron organise une conférence internationale avec l'Arabie Saoudite en juin et on veut le pousser à ce qu'il tienne sa promesse de reconnaître l'État de Palestine. Voilà. Non mais c'est une dinguerie, tu vois. Genre, c'est les plus gros sionistes du monde. Aujourd'hui, ils commencent à se retourner alors que Macron lui-même s'est déjà retourné et ils nous font croire que c'est grâce à eux, tu vois. Alors qu'en fait, les seuls contenus, c'est les associations pro-palestiniennes. Je pense à Urgence Palestine, par exemple, qui est une des plus connues, mais plein d'autres. Les partis de lutte et les partis d'extrême gauche et la France Insoumise. C'est les seules personnes qui ont tenu sur la question palestinienne en France depuis J0, tu vois. Moi, bizarrement, j'ai vu aucune personne du Parti socialiste dénoncer la marche, la marche contre l'antisémitisme, qui était en fait une marche plutôt qui était pour le sionisme, où tu avais plein de députés de droite et qui dénonçaient, qui permettaient de participer à la stigmatisation des militants pro-palestiniens, de faire du discours qui disait que c'était des terroristes, des choses comme ça, enfin, qui rentraient vraiment dans tout l'appareil d'État qui permettait, le soutien au génocide, et de deux, la pénalisation des résistants et des militants pro-palestiniens, quoi. J'ai vu personne du PS s'opposer à ça. Alors, je parle même pas des gens comme Jérôme Ils y sont Gage et tout, enfin, qui étaient allés. vraiment soutien Ils y sont clairement, quoi. allés. Et ils y sont allés, Ils y mais sont allés. ils étaient même moteurs là-dedans, tu vois. Enfin, Et je il y suis avait désolé, c'est quand aussi. même ce parti-là, c'est quand même un des partis à l'avant-garde sur le sionisme en France, hein. Mm, mm. Et il y avait aussi les gens qui sont à l'après aujourd'hui. Hein. Corbière, Garrido, Oui, bien sûr, bien Ruffin. sûr, bien sûr. Et il y avait aussi le PCF. Ouais. Et qui était une manière de taper sur LFI. En plus, à l'époque, LFI qui était. Enfin, je veux dire, c'était les moments où il y avait des convocations chez les flics, hein, Panot qui avait été convoqué chez les flics et tout. Donc, c'était pas rien d'aller se fourvoyer à aller marcher dans le même cortège que l'extrême droite, qu'un parti fondé par des nazis, dont le feu le grand chef avait eu de multiples sorties islamophobes, qui en son sein a des mecs qui tiennent des librairies négationnistes. Ne pas voir à quel point c'était une instrumentalisation immonde de l'antisémitisme qui est réel et qui est un problème euh, pour pouvoir taper sur les militants pro-palestiniens. Non seulement ne pas le voir, mais en plus y participer, c'était une honte. Et donc, soit c'est de la bêtise, soit c'est de la bêtise politique, et auquel cas, il ne faut pas que ces gens soient au pouvoir, soit c'est piétiner des principes humains de base de la gauche, euh, anticoloniaux, antiracistes, etc., pour servir son petit agenda, pour être sûr que ça soit pas une ligne trop à gauche qui prenne l'hégémonie dans le pays, quoi. Et tu vois, moi, je sais même pas quel parti est plus sioniste que le Parti socialiste en France. Moi, je le dis, le RN est moins sioniste que le Parti socialiste. Ouais, Le RN est... LREM. Enfin, Le LREM peut-être. LREM peut-être, même ouais. une Les partie des macronistes. Républicains. Les Mais macronistes, je c'est crois que vraiment même les partis d'extrême droite, alors pour des raisons de merde aussi, parce qu'ils sont plus oui, antisémites par parfois antisémitisme. qu'islamophobes, mais vraiment Mm. que elles viennent nous jouer la carte de la militante pro-palestinienne qui n'a pas hésité à dénoncer le génocide, c'est une blague, mais vraiment, Oui. c'est une honte. Et alors, je sais pas comment c'est orchestré. Backseat, parce que là on a quand même Climax et Usul qui sont des camarades, tu vois, qui ont Mm. pas tellement de temps de parole, qui posent des bonnes questions, hein. Moi j'ai entendu quelques Ouais. bonnes questions et tout, qui essaient de les pousser de pousser Chloé Ridel dans son retranchement, mais Backseat participe en fait à plateformer ce truc-là qui nous ferait croire en fait que la France insoumise c'est des extrémistes. Tu vas voir, elle va le dire après, elle va instrumentaliser la lutte antiterroriste, et que elle en fait elle a toujours été sur une ligne où elle dénonce, voilà, Netanyahou. Enfin, c'est honteux. Et donc Simplement. c'était bloquant pour certains signataires si le mot C'était bloquant génocide... pour les signataires, les élus macronistes notamment. Ouais. D'accord. Des informations pour savoir si ça a fonctionné, cette tribune?
On verra ça au mois de juin. En tout cas, je pense que Pour savoir. Mais en plus, c'est des trucs genre, tu passes 2 ans à participer, à mettre parce que toute la propagande et les filles antisémites, par exemple, c'est indirectement un discours pro-sioniste. C'est un discours pour faire croire que les militants antisionistes sont antisémites. C'est ça le but du truc. Donc c'est un discours qui permet de perpétuer le génocide. Donc ton parti passe 2 ans à taper sur Mélenchon et sur les militants pro-palestiniens en les traitant d'antisémites. Et le 25 mai 2025, 2 ans et demi après le début du génocide, tu dis chat perché. En fait, on a fait une tribune dans Le Monde et puis voilà, on espère que le président va nous entendre. Mais c'est quoi cette connerie, quoi? C'est quoi cette connerie? C'est au mieux ridicule, au pire honteux. je pense que même chez eux, il y a quelque chose qui a changé. Moi, j'ai co-signé cette tribune au retour d'un voyage que j'ai effectué il y a 2 semaines en Israël-Palestine, où je suis allée en Cisjordanie palestinienne, où je suis allée à la frontière avec la bande de Gaza, où je suis allée à Jérusalem pour rencontrer des militants palestiniens et israéliens qui se battent pour la justice et pour la paix. Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage? Juste parenthèse, ça fait tellement truc. Moi, je suis allé en Afrique, j'ai vu des gens, voilà, j'ai construit un puits avec eux et tout, genre, c'est ridicule, quoi. J'ai fait le 4L Trophy, j'ai ramené des crayons et des cahiers. Non, bon, après, là, on est peut-être méchant parce que c'est effectivement le rôle On a le droit d'être méchant. des représentants, des partis principaux d'aller dans cette zone discuter avec les militants locaux, bien sûr. Après, franchement, moi, je n'ai que envie d'être méchante, en fait, quand je vois ce genre de truc, tellement ça fout la gerbe. Ouais. Vas-y, on continue et puis on regardera après. Juste, je rappelle, là, vous avez une déclaration d'Olivier Faure le 30 mai 2024 où il nous sort affamer tout un peuple, bombarder les hôpitaux, tuer indistinctement, c'est prendre le risque d'un génocide. Donc c'est pareil, alors même qu'il y avait déjà un génocide en cours et que c'était connu depuis longtemps et que on le dénonçait depuis peut-être 1 an, nous, eux, ils étaient déjà encore à prendre des pincettes en mode risque de génocide et tout ça, quoi. Je suis revenue assez en colère, pour ne rien te cacher. La situation là-bas est dans une impasse. Ça ne veut pas dire que c'est désespéré, mais on a laissé les choses progresser de telle façon que 90% de la Cisjordanie palestinienne aujourd'hui est colonisée par Israël, que cette colonisation est organisée par le gouvernement israélien, à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, qu'à Gaza se déroule ce qu'on ne peut pas qualifier autrement, à mon sens, aujourd'hui, qu'un génocide, et que vous avez un gouvernement israélien d'extrême droite messianique dont le projet est de faire le grand Israël du fleuve à la mer, comme le Hamas voudrait faire la grande Palestine. Ces gens étaient déjà là il y a quelques mois. Qu'est-ce qui a changé récemment? Et moi, je suis revenue très en colère. Usul rappelle la même chose. Ces gens étaient déjà là il y a quelques mois. C'est-à-dire que là, ce qu'elle dit avec des grandes larmes de crocodile, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils ne tenaient pas le même discours clairement il y a quelques mois ou il y a 1 an, tu vois? Et même avant, enfin, je veux dire, la colonisation de la Cisjordanie, bien c'est sûr. pas un truc nouveau, putain. Enfin, je veux dire, c'est une dinguerie de dire ça. Non, mais c'est là où Baxit a vraiment du sang sur les mains sur cet extrait. C'est que là, elle déroule son truc et il y a des gens, du coup, qui doivent se dire ah ouais, mais c'est honnête, en fait, le PS, c'est pas trop mal et tout. Et il laisse ce truc se dérouler. Et on se souvient déjà, il y a Emodem qui a remis les extraits, le 13 octobre 2023. On a cet extrait sur Baxit où en gros il y a Raphaël Amsalem et elle, je sais plus comment elle s'appelle, qui est une militante aussi dite sioniste de gauche. Alors les sionistes de gauche, je sais pas à quel point on peut dire qu'ils sont de gauche au vu les propos suprémacistes qu'ils ont tenus et colonialistes qu'ils ont tenus, et qui vont dérouler un discours sans personne en face d'eux pour les contredire sur Baxit. Qui vont permettre de mettre en place ce storytelling qui a permis après le génocide et qui a permis de cadenasser toute opposition, quoi. Donc on va écouter un petit peu ce qui se disait le 13 octobre 2023 déjà sur Baxit. Anna Assouline. Si vous voulez, Ah oui, Anna Assouline, t'as raison. Le débat qu'on a actuellement sur la réponse israélienne et l'attaque qu'il y a eu de la part du Hamas. Il faut dire 2 choses. Un, que le Hamas est une organisation fascisante à but génocidaire. C'est dans leur statut, c'est dans leur déclaration encore récente, où la question n'est pas d'éliminer des Israéliens, c'est d'éliminer les Juifs,
pas seulement en Israël, partout dans le monde, je ne fais que citer leurs dirigeants. Alors déjà, je crois que c'est faux, hein. Je crois qu'il y avait d'anciennes chartes et tout, que les nouvelles ne disent pas ça. Mais bon, bref, c'est pas forcément le sujet, mais je crois qu'en plus c'est faux. Donc, partant de ce principe-là, il faut aussi nommer les choses. Mhm. De l'autre côté, il y a un gouvernement qui réagit, qui a le Qui n'a pas du tout, lui, un gouvernement suprémaciste qui serait génocidaire. Parce que le Hamas est génocidaire, veut tuer les Juifs. Par contre, Netanyahou ne veut pas tuer les Palestiniens. Ça, c'est quand même étonnant de faire ce deux poids, deux mesures et de ne pas dire dans un sens et de le dire dans l'autre. Tu vois. Surtout que qui a les moyens de passer à l'acte? Je pense que Netanyahou a plus les moyens de passer à l'acte que le Hamas. Évidemment. droit de réagir. Et c'est là où il y a eu les comparaisons avec le Bataclan, c'est que quand il y a eu le Bataclan, les terroristes, on a accepté que le gouvernement mène des opérations pour aller répondre et faire œuvre de justice. Donc là, il y a vraiment tout le storytelling qui s'installe de dire c'est du terrorisme. Et c'est comme le Bataclan. C'est-à-dire que c'est pas une guerre décoloniale, anticoloniale, de gens qui sont colonisés, qui votent pour des partis pour lesquels on pourrait dire plein de trucs. Moi, je préfère le FPLP au Hamas. En tout cas, aujourd'hui, c'est le Hamas qui domine la résistance palestinienne et les Palestiniens choisissent le Hamas. Je veux dire, qu'est-ce qu'on est pour choisir à leur place, quoi. Donc, Les on n'est pas... Palestiniens de Gaza. Oui, les Palestiniens de Gaza. Je me permets. On n'est pas là en train de dire, voilà, il y a une résistance, on peut critiquer un peu la résistance. Lui, il te dit, c'est du terrorisme, comme le Bataclan, et donc il faut éliminer les terroristes. Et tout ce discours-là, il a été mis en place, notamment sur Brexit, et notamment aussi par le Parti socialiste, qui a dit justement que la France insoumise utilisait par exemple les mots de crime de guerre, hein, je sais pas si tu t'en souviens, tu vois, ils disaient tout le temps Oui. ils ne disent pas que c'est des terroristes, mais ils disent que c'est des crimes de guerre, ils veulent pas avouer que le Hamas est terroriste. Bon, à l'époque on disait le Hamas est terroriste. Donc en fait c'est un peu des soutiens du Hamas et tout ça. Et la France insoumise disait en face, non, on utilise le terme de crime de guerre parce que le terme de crime de guerre est un terme qui a une valeur dans les juridictions internationales, alors que le terme de terroriste recoupe aussi bien Mohamed Merah, un type qui va aller tuer des enfants juifs sans que ça ait aucun caractère de lutte décoloniale ou je sais pas trop quoi, ou un mec qui va balancer une bombe sur un garde frontière israélien dans un acte anticolonial. Et ils disent c'est problématique d'utiliser le terme de terroriste parce que du coup on regroupe tout et on ne comprend plus la situation. Et eux, ils préféraient le terme de crime de guerre quand il y avait des crimes de guerre, quoi. Et dans le discours du gars, tu vois bien comment terrorisme est utilisé. Terrorisme est utilisé pour dire, vu que c'est du terrorisme, ça justifie tous les moyens pour l'éradiquer. Bien sûr. C'est- Et ça, c'est sur et c'est pour- Backseat. En les présentant comme des gens de gauche, c'est 100 personnes qui va pouvoir leur couper la parole et leur dire que c'est des conneries, que c'est des gens qui vont avoir des dizaines de milliers d'enfants morts sur la conscience en ayant servi ce discours qui a permis aux pays occidentaux de ne pas réagir face à ce génocide en cours, quoi. C'est vraiment ces discours-là, et limite c'est pire quand ça vient de mecs dits de gauche comme ça. Parce que quand ça vient d'un droitard, tout le monde a bien compris que c'était des types qui avaient pas qui étaient un peu sans foi ni loi. Mais quand on te le présente sur un plateau de gauche, genre Backseat, et qu'on te dit mais non, mais ce type il est progressiste, mais voilà, quand même le terroriste ça pose problème, il faut aller, éradiquer le Hamas parce que le terroriste pose problème. C'est très 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 insidieux, on va dire, comme procédé. En Tu revanche, Tu parles de Israël- l'arrestation des terroristes. Bien sûr. En d'accord. revanche, et c'est là où je viens au point que je vois venir, c'est que Israël a un devoir de respecter dans cette réponse-là tous les impératifs De droit. de droit international, Ouais. de droit humanitaire. Oui, et donc ils en l'ont ce sens-là, vachement fait, hein. les La guerre avec le droit international. Classique. Encore une fois, cette prise de parole, c'est 5 jours après que le ministre de la Défense israélien annonce un blocus complet de Gaza et disent ce sont des animaux humains et nous allons les traiter comme tels. C'est 5 jours plus tard, ça. Hein. Ah, mais lui, il a vu que dans une charte d'il y a 15 ans, il y avait une politique génocidaire du Hamas. Par contre, il n'arrive pas à voir l'éléphant au milieu du truc que Netanyahou et ses ministres d'extrême droite sont eux-mêmes génocidaires et ont un projet d'éradication des Palestiniens. Ça, il ne l'a pas vu. Et Par contre, c'est étonnant. Et pas personne vu. lui rappelle sur le plateau, quoi. Grosse différence, ils ont les moyens de le faire. Ah bah oui. Ils ont les moyens de le faire. Parce que, admettons que c'est le grand projet du Hamas, je sais pas quoi, ils n'ont pas les moyens de le faire. Netanyahou, si. D'ailleurs, ils le font. Ils ont même le soutien pour le faire, Netanyahou. Bah oui. Soutien de Backseat.
remarques qui sont faites, notamment à l'Assemblée nationale, je pense aux déclarations des présidents de groupe lorsque Madame Borne est intervenue. En ce sens-là, la plupart des groupes de gauche, me semble-t-il, ont très bien réagi en rappelant ces deux principes, que ce droit de réplique est légitime et qui doit se borner dans un cadre humanitaire droit international. Et il y a des questions qui se posent et qui sont légitimes en la matière. C'est marrant parce que Alors, le est-ce droit que... de réponse est Oui. légitime. Par contre, le droit qui est aussi dans le droit international à la résistance, même violente, des peuples colonisés, là, il n'est pas légitime. Alors que Oui, c'est oui. un droit qui est reconnu internationalement. Est-ce que le fait de cibler spécifiquement des lieux de soins, des hôpitaux, etc., d'arrêter et de tuer spécifiquement les soignants et particulièrement les médecins, de les détenir dans des centres de torture et de les violer jusqu'à la mort, est-ce que ça rentre dans ce critère? Oui, mais J'aimerais c'est bien fait, savoir. voilà, c'est fait dans les droits de l'homme un petit peu. Est-ce que le fait de se retrouver à devoir amputer des enfants sans aucun anesthésiant, enfants qui sont les derniers survivants des 12 personnes de la famille qui sont mortes, écrabouillées à côté d'eux, est-ce que ça rentre dans ce cadre? Question. On va écouter un deuxième extrait qui avait été isolé par le camarade de la chaîne à gauche. Et je crois que c'est celui-là où justement il était dit qu'il aurait été un projet décolonial. Je crois que c'est celui-là. Attends. Comme un argument. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui avancent la question de la colonisation comme un argument pour opposer le respect du droit international, justement? Parce que tu rappelles l'impératif de se borner au respect du droit international. Or, il se trouve que le gouvernement actuel d'Israël, je n'ai pas d'Israël, mais le gouvernement d'Israël ne respecte pas le droit international en continuant sa politique de colonisation. Et c'est un sujet. C'est un sujet. Pardon, excuse-moi. Anna, vas-y. Oui. Non, mais je t'écoute avec intérêt. On a le temps, mais vas-y. Non, mais je pense que précisément là, on met le doigt sur un sujet qui génère énormément de confusion et qui mériterait plus que le temps qu'on a ce soir pour le comprendre. Mais on va quand même essayer de... Comment noyer le poisson? Ouais, c'est trop compliqué en fait. Ouais, la colonisation, c'est hyper compliqué en fait, hein. C'est vraiment difficile de l'expliquer. Parce que j'ai vu, moi, partout sur les réseaux sociaux, qu'il y avait beaucoup de confusion entre, par exemple, ce qui est de l'ordre de la colonisation des territoires occupés en Cisjordanie, qui est donc contraire au droit international et qui, évidemment, doit être condamné avec fermeté. Ouais, mais j'aime bien parce que c'est toujours pareil, c'est des condamnations qui mènent à rien, tu vois. C'est pareil que quand Oui. le PS te dit « Ah bah non, mais il faudrait une politique de rupture avec les macronistes », elle répète ça tout du long. Mais quand tu es au pouvoir, tu fais pas de politique de rupture avec les macronistes, c'est même vous qui nous l'avez vendu, Macron. Qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Macron, c'est littéralement un ancien ministre de Hollande. Donc, enfin, tu peux être aussi radical que tu veux dans les paroles si t'es jamais là sur une lutte. On rappelle aussi que le PS, par exemple, ils ont fait enlever au moment des accords du UNFP la 6e semaine de congé payé. Ils ont fait enlever des avancées sociales du programme parce qu'ils considéraient que le programme était trop à gauche. Donc venez pas après nous faire croire que sur Backseat, vous êtes les gens les plus à gauche et que Mélenchon, en fait, vous alliez pas avec lui pour une histoire personnelle parce qu'il a trop d'ego, mais qu'en fait, vous êtes d'accord avec lui sur le fond. C'est faux, enfin, on le sait, quoi. Ouais, Macron, directeur de cabinet de François Hollande à l'Élysée, puis ministre de l'économie. Et cette notion d'État colonial, c'est-à-dire de dire que le projet d'Israël était un projet colonial à l'origine. Et je crois que ça mérite en fait d'être expliqué, c'est-à-dire que le colonialisme, tel que nous, en tout cas, on l'a vécu en Europe et ailleurs, etc., c'est une métropole qui va occuper un autre territoire pour en prendre les ressources, etc. Voilà. Espagne, oui, ok. C'est n'importe quoi, hein. Mhm. Enfin, t'as différents types de colonialisme. T'as pas forcément un colonialisme avec une métropole qui va occuper d'autres territoires. Tu peux avoir des gens qui s'y installent. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Israël, il n'y a pas de métropole. C'est un peuple qui n'a pas de... Comme il n'y a pas de métropole, c'est pas un état colonial, tu vois. C'est vraiment, ça sort de nulle part, quoi. Donc, comme les États-Unis, ils ont colonisé l'Amérique, et puis qu'après, ils avaient plus de rapport avec la royauté anglaise, et c'était plus colonial, tu vois. Enfin, genre, ça n'a Ouais. aucun sens, quoi. Ouais. coup, Moi, je pense que c'est plus quand ils ont décimé les populations autochtones et tout, c'était pas colonial, moi, je pense. C'est Il n'y a n'importe pas de quoi. métropole. de terre. C'est un peuple qui sort d'un génocide. C'est des gens qui sont des réfugiés du monde entier, qui sont rescapés de la Shoah, etc. Et qui... Ah, puis cette manière d'instrumentaliser la Shoah pour après nous vendre un génocide, c'est insupportable. C'est immonde et c'est profondément irrespectueux pour les personnes qui ont vécu ça. Il y a par ailleurs aussi, ça peu de gens le savent, une présence juive bien antérieure à la création de l'État d'Israël en 1948. Sûr, oui. Il y a toujours eu un foyer juif donc en Palestine et il y a eu les premières immigrations, je crois, en 1800. De partir de la deuxième moitié voilà. du 19e. Donc, c'est 3000 ans d'histoire, effectivement. Donc voilà, c'est 3000 ans d'histoire qui. Et c'est pour ça, enfin, je crois que si on est à une époque où effectivement on a besoin de repeindre. Quoi? Non, j'ai rien, je disais parce qu'elle dit il y a toujours eu un foyer juif en Palestine, enfin des personnes juives en Palestine, c'est vrai, dont des gens qui se revendiquent palestiniens. Ah oui, c'est parce que tu es juif que tu es palestinien. Tout en noir et blanc, on a besoin d'avoir des oppresseurs.
des opprimés, d'avoir un schéma qui est très... Tout le monde a besoin, si vous voulez, de se rattacher à cette... On a besoin d'avoir des oppresseurs, des opprimés. J'ai l'impression d'entendre parler à un syndicaliste CFDT. Ouais, c'est trop complexe, bourgeois, prolétaire. On a besoin de mettre les gens dans des cases et tout. Mais le patron, il est sympa et tout. C'est vraiment bidon, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas faire fi de tous les rapports de domination et des inégalités et faire comme si on était tous amis, en fait? Cette vision très binaire des choses, alors que s'il y a bien un cas d'école de complexité, de nuances, etc., c'est bien le conflit israélo-palestinien. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'oppression des Palestiniens par le gouvernement israélien, c'est un fait. Et je crois qu'ici, on est tous unanimes pour condamner... C'est ça Non, pas comme les C'est un État colonial, pas comme les autres. Non, mais c'est bien. C'est bien qu'Usul soit là-bas, mais le problème, c'est qu'il n'a pas assez de temps de parole, tu vois. Comme face à Hollande. À Hollande, il ne pouvait pas parler, c'était trop chiant, quoi. D'autres colonies. Alors même le mandat anglais a été aussi perçu comme une intervention coloniale. Il n'y avait pas d'État avant. Non, il n'y avait pas de... Oui, mais bon, pour les populations ici, c'est les Anglais décident, puis ensuite, ça change. Il y a quand même une intervention de l'extérieur. Il y a une intervention de l'extérieur, mais la légitimité et la démarche qui a été celle de la création de l'État d'Israël à l'origine, quelles que soient d'ailleurs toutes les erreurs qui ont été commises et toutes les choses et toutes les injustices qui ont été perpétrées, était un projet précisément d'émancipation et d'autodétermination des peuples qui s'inscrit plutôt dans les luttes décoloniales et dans les luttes de liberté et de droit à l'autodétermination, comme en parlait Raphaël. Donc c'est délirant, quoi. C'est un projet décolonial, quoi. Israël est un projet décolonial. Ça, c'était ouais. Bravo, Backseat. Hein. Vraiment, c'est bien. C'était intéressant de laisser ce genre de discours se dérouler au moment où tu as des gars qui expliquaient qu'il y avait des animaux humains qu'on allait traiter comme tels. Ouais. Donc Chloé Ridel, un petit peu de... Il y a de quoi la critiquer, mais Backseat, c'est pas mal non plus. On va se mettre la dernière salve de Chloé Ridel sur Gaza. C'est Clive Marks qui relance. Bloc. D'accord. Voilà. Ariane ? Oui, qu'est-ce qui a pris aussi longtemps au PS pour pouvoir un peu plus clairement dire l'horreur de Gaza et de prononcer dans votre cas le mot génocide? Je veux dire, comment ça se fait que sur un parti qui potentiellement, comme vous le dites, se voudrait de rupture, on ne puisse pas parler... De rupture de... Attends. Oui, je t'avais pas dit que Ridel, elle présente le PS comme un parti de rupture, mais faut arrêter les conneries. Oui, ils sont de rupture avec la Macronie. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, évidemment. Non, mais c'est trop bien. Et c'est pour ça qu'on parlait de ça avec Chris, c'était de dire il faut que le programme de la France Insoumise ne soit pas récupérable par le PS. Parce que là, ils sont en train de nous jouer la douille, de vouloir faire une alliance avec ELV et le PCF sur le programme de la NUPES. En disant nous aussi on est une gauche de rupture, mais une gauche de rupture acceptable. Regardez, on n'a pas des barbares avec nous, Rima Hassan et je sais pas quoi, tu vois. C'est ce qu'ils sont en train de nous jouer. Donc il faut vraiment nous assumer une radicalité et montrer qu'ils ne sont pas eux dans la rupture, mais qu'ils sont dans la continuation repeint en rose, quoi, comme d'habitude. C'est la rupture sans rompre, tu comprends pas. C'est comme Israël, le projet décolonial. C'est des nouvelles manières de penser. Je pense que t'as pas le bon mindset, pour bien comprendre. Il y a Profil 629 qui dit rupture dans la non-censure, va comprendre. Mais oui, mais ils ont même pas censuré un gouvernement avec Bruno fucking Retailleau qui a les mains libres. Non, mais ça, c'est la rupture trop rupturante. Tu vois, il faut vraiment rompre moins fort, en fait. Il faut rompre en accompagnant. C'est ça le principe. Et avoir un discours anticolonial clair, comment est-ce qu'on peut pas aussi mettre en perspective avec l'histoire coloniale d'Israël, etc., tout de suite? Mais tout de suite, Olivier Faure, donc le Parti socialiste par la voix d'Olivier Faure, s'est exprimé très clairement d'abord pour dire que les attaques du 7 octobre étaient des attaques terroristes et non pas une offensive armée, comme l'a dit le communiqué de la France Insoumise, dans le cadre de... D'accord ? Ça recommence, hein. Voilà. Alors, mais moi, j'ai adoré ce truc-là. Elle est en train de nous dire qu'ils ont été clairs parce qu'ils ont qualifié le 7 octobre de terroriste, alors que justement, qualifier le 7 octobre de terroriste, c'est ce qui a permis d'embrayer en disant, comme c'est terroriste, on peut répliquer et de permettre le génocide. Donc elle est en train de dire, on a laissé les mains libres à Israël pour génocider sa population en lui donnant tout ce qu'il lui fallait au niveau moral et idéologique. Elle dit, le problème de la France Insoumise, c'est qu'ils n'ont pas traité le Hamas de terroriste. Ouais, en fait, ils ont peut-être bien fait, en fait. Ils ont peut-être vu instantanément ce qui allait se passer en se disant si on fait ça ils vont l'utiliser, dire c'est comme le 11 septembre, c'est comme le Bataclan et pouvoir après embrayer sur un génocide plus facilement, quoi. Donc vraiment elle est en train de se dédire en disant ça, hein. Donc on a été clair sur la qualification des attaques du 7 octobre et c'était important si on est consistant dans une approche où on veut trouver une solution politique à ce conflit.
Et dès le C'est lendemain, important de leur laisser les mains libres. lors du premier débat à l'Assemblée nationale sur le sujet, qui avait lieu, je crois, le 10 ou le 11 octobre, Olivier Faure a pris la parole dans l'hémicycle, et vous pouvez retrouver sa prise de parole puisqu'elle est publique, pour dire qu'il fallait un cessez-le-feu immédiat et que la punition collective du peuple palestinien était exclue. Mais on a assisté, par contre, et ça je suis très en colère, parce que vous voyez les positions que moi je porte et que je tiens Oula. sur ce sujet, et qui sont celles d'un internationalisme et d'un humanisme conséquent et sans géométrie variable. Oh là là là, là elle nous joue, c'est parce qu'elle a appris un petit peu ses numéros de claquettes avec Glucksmann, je Oui, pense, pour les élections européennes, de dire moi je oui, suis oui. plus pour la démocratie. Alors en général, c'est pour la CIA qui sont, c'est pas pour la démocratie. Oui, c'est ça. Mais elle va nous jouer son numéro de claquette internationaliste, hein. Mais à l'écouter, si tu l'écoutes comme ça, que tu connais pas de quelle partie elle est, t'as Ouais, tu te l'impression que dis. la meuf est communiste internationaliste, quoi. Elle est pour la Ouais, ouais. rupture, elle est pour l'international, elle a été claire sur le génocide, enfin, c'est n'importe quoi. Incroyable, hein. Et puis en plus, moi j'aime bien la manière dont on peut reprocher pendant 2 ans telle phrase de tel insoumis, tu vois, en disant, euh, par exemple, je sais pas, Danielle Obono avait été, je sais plus, elle avait dit, enfin, un truc sur le Hamas et des résistants, par exemple, tu vois. Elle avait Ouais. dit un truc comme ça, c'était pas passé, et elle avait dû se dédire, tu vois, sous la pression médiatique et de son mouvement. Et les autres en avaient profité pour dire, bah regardez, c'est l'avis de la France Insoumise. Donc quand quelqu'un dit quelque chose peut-être de plus radical que la ligne de la France Insoumise, dans la France Insoumise, ça devient la ligne de toute la France Insoumise, on peut leur taper dessus. Par contre, elle va prendre l'avis d'Olivier Faure, qui est sûrement un des moins sionistes de son parti, mais qui est bourré des pires sionistes, en disant l'avis de tout le PS, c'est l'avis d'Olivier Faure. Je suis pas persuadé que sur la question, alors oui, Olivier Faure, quand même, c'est quelqu'un qui pèse, étant donné que c'était le premier secrétaire. Donc, pour le coup, oui, elle a pas tort dans ce sens-là. Mais d'un autre sens, le parti est bourré de sionistes, des Carole Delga, même les anciens du PS, qui ont émané du PS, des Manuel Valls et tout. Je suis désolé, je pense qu'ils ont quand même leur... ouais, de Gage, tu vois, ils ont quand même leur groupe sioniste. Ils ont même essayé de faire passer au Congrès un texte pour créer un cercle socialiste des amis d'Israël. Il faut quand même le faire, hein, 2 ans après le début d'un génocide, de créer un cercle socialiste des amis d'Israël, quoi. Mais bon, c'est son numéro de claquette, quoi. J'ai constaté que pendant des semaines, Manuel Bompard et des élus de la France Insoumise allaient dire sur tous les plateaux télé que le Parti socialiste était un soutien inconditionnel du gouvernement Netanyahou. C'est un mensonge éhonté qui a été répété d'antenne à antenne et qui fait qu'il y a toute une frange militante, pas le pays, parce que personne ne m'en parle, sauf quand c'est dans les franges militantes, qui pensent ça du Parti socialiste. Et Chloé, personne te connaît en fait, donc oui, dans les franges militantes, en fait, on est les seules personnes à savoir que t'es au PS. Je veux dire, l'immense majorité des gens ne savent pas quitter. Il faut quand même être conscient de ça, quoi. Non mais enfin, je Méchanceté veux dire, elle est autorisée. pas hyper Méchanceté connue, tu vois. autorisée. Oui, oui. Méchanceté autorisée. Personne à la direction du Parti socialiste n'a été ambigu vis-à-vis du gouvernement israélien et de ses actions. Oui, alors. Personne au Parti socialiste n'a été ambigu. C'est dans les franges militantes qui pensent ça du Parti socialiste. Personne à la direction du Parti socialiste n'a été ambigu vis-à-vis du gouvernement israélien et de ses actions. Oui, alors, par contre, vous avez dit que vous ne vouliez pas parler de la France Insoumise toute la soirée, mais là, la première chose que vous dites non, parce directement, que, c'est bah oui, mais parce parler que je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. Parce que moi, je sais ce que mon parti fait et pense et les prises de position. Mais ce qui est bizarre, parce que tu parles des militants, mais moi j'ai toujours un problème avec les gens qui ont un avis différent de l'immense majorité des militants sur une question. C'est possible, des fois tu as un génie et tu as raison, tu vois. Mais en général, c'est que tu dis n'importe quoi et que tu es dans le camp adverse. Et elle essaie de nous faire croire qu'elle est vraiment dans le camp pro-palestinien de manière conséquente et pas la France insoumise. Et pourtant, j'ai jamais vu un militant pro-palestinien tenir ses propos et soutenir le Parti socialiste sur la question. Genre vraiment, il n'y a aucune organisation pro-palestinienne qui soutienne le Parti socialiste. Par contre, la plupart sont plutôt d'accord avec la France insoumise. Donc c'est quand même bizarre cette histoire, tu vois. C'est comme si tu te disais féministe, mais il y avait que des masculins qui te soutenaient, tu vois. C'est quand même bizarre, tu vois. Genre, il y a un petit truc, quoi. C'est comme Némésis, tu vois. Il y a un petit truc. Ouais, il y en a qui le font. Il n'y a pas que Némésis, hein, mais oui. Qu'il prend. Et c'est là-dessus que nous entendons être de ce que j'ai entendu des prises de position du PS tout de suite après le 7 octobre et pendant très longtemps après, j'ai pas du tout été convaincue par votre discours anticolonial. Ah bah ça c'est... Ah là là!
Et c'est autre chose de ne Petite pas balle, être convaincu. mérité. Moi, je vous cite des exemples très précis. Là, le discours d'Olivier Faure, toutes mes prises de position à moi, vous pouvez aller vérifier. Après, si vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas convaincu. Mais en tout cas, Le mot génocide, par exemple, il arrive 1 an et demi après. Il arrive même pas un an et demi après, il arrive là sur ce plateau. Si ça se trouve, il arrivera plus dans une semaine. Nous, on a Et il n'est des. pas dans la Enfin, tribune, dans la fameuse tribune qui est Il est- censée faire changer Emmanuel Macron d'avis. hein. il est même pas dans la tribune il y a 15 putains de jours, tu vois. Genre. Oui. Top, se foutre de la gueule du monde en fait. Là, on commence à rentrer dans les niveaux de foutage de gueule qui deviennent inacceptables sur un plan du respect des êtres humains quand on se parle entre nous. Là, Chloé Ridel est en train de se foutre de notre gueule à un niveau qui frise le manque de respect. Mais tu sais, ça, à l'époque, je faisais pas mal de capsules sur la chaîne sur Gaza et c'est ce que je disais, dire, ouais, en fait, c'est des gens qui attendent qu'il y ait un génocide pour, tu vois, genre, qu'il y ait des travaux historiographiques pour dire, ah bah oui, il y avait bien un génocide il y a 3 ans, pour dire, ah bah oui, il y a eu un génocide, tu vois. Mais qui sont incapables au moment où c'est en cours de dire, il y a un génocide en cours. C'est vraiment ça le truc. Et donc, du coup, ça Mhm. empêche toute prise de perspective politique. Et c'est encore une fois, on renvoie parce que nous, on est attaché à notre marxisme, à notre épistémologie marxisme, à la catégorie du possible. Si tu te bases sur le réel, machin, sur les petits rapports qu'il y a en train de se faire et tout, ben en fait, tu es dans une inertie qui est plutôt réactionnaire, qui est plutôt en regardant en arrière, alors que si tu es là à te dire, bon, il y a une guerre, il y a des gens en train de mourir, il y a des gens qui sont en train d'être les chefs de guerre, qui ont un projet génocidaire et qui sont en train de l'appliquer. Là, tu peux dire il y a un génocide en cours, tu vois. Il y a un projet génocidaire par des gens qui maîtrisent une armée et qui sont en train de l'appliquer, tu vois. Il y a un génocide en cours. Tu n'as pas besoin de regarder et d'attendre l'accord, la détermination du génocide par telle instance internationale ou non, quoi. Donc c'est vraiment une différence aussi de vision du monde, de regarder en arrière ou de regarder ce qui se passe et ce qui peut se passer. Pourquoi maintenant et pas je sais que par exemple dans l'UMA, on a publié les premiers papiers qui en parlaient, c'était dès janvier 2024. En fait, Pourquoi maintenant c'est en avril 2023 que la Cour internationale de justice, me semble-t-il, Anne parle de risque génocidaire. voilà. Et à partir de ce moment-là, nous parlons de risque de génocide et qu'il faut le prévenir parce que c'est ce que prévoit la Convention Avril 2024. sur les génocides. Et donc, Mais c'est la parole que risque nous avons de portée. génocide et Après- génocide. Encore, tu t'imagines le blabla qu'il faut le prévenir parce que c'est ce que prévoit la Convention sur les génocides. On croirait que c'est on croirait que c'est le petit truc dans les médicaments, tu sais, genre Oui, c'est oui. un génocide, il faut prévenir le risque de génocide. On fait comment? Bah on fait rien, on n'a pas la majorité. Puis on continue de taper sur les militants pro-palestiniens et puis de dire que ceux qui défendent la Palestine sont antisémites, tu vois. C'est vraiment ça qui s'est passé. C'est pas la même chose. Et là aujourd'hui, vous nous avez pas dit il y a un risque de génocide, vous nous avez dit c'est génocide. Oui, parce qu'il y a une intentionnalité qui a été prouvée singulièrement depuis que que la faim est utilisée comme une arme. Il n'y avait pas d'intentionnalité génocidaire en 2023 et en 2024. C'est quoi ces Là, conneries? elle est en train de nous faire une Céline Pina, là, de nous faire une échelle entre quelles sont les manières de buter les gosses qui sont acceptables ou pas. Donc, buter les gosses directement en les flinguant, ça, c'est pas acceptable. Alors, effectivement, ça ne l'est pas. hein. Buter les gosses en balançant des bombes et en les déchiquetant, en déchirant leur corps, en les brûlant et tout ça, ça, c'est acceptable. Par contre, Mais buter attends, les gosses attends. en les faisant crever de faim, là, c'est plus acceptable. Bon, écoutez, moi, je n'en peux plus des gens qui font des échelles entre quels sont les meilleurs moyens de buter des gamins, en fait. Putain. En plus, Zoé, il n'y a pas du tout. Enfin, la famine, ça date pas d'il y a 2 mois, tu vois. Genre, la famine. Mais bien sûr que il y a eu la non. famine. Il y avait déjà de la famine avant le 7 octobre, déjà à Mais Gaza, tu oui. vois. Donc, Et la famine, elle t'avais dit depuis qu'il y a la famine, il y a une intentionnalité. Il y a toujours eu de la famine depuis le 7 octobre. C'est quoi ces conneries encore une fois? Netanyahou au summum du cynisme qui arrivait en disant ah ben non, on a calculé, ils ont 2400 calories par jour. Hein. T'es là, ah, putain. Envie de crever, moi, quand j'entends ça. De guerre contre les Palestiniens depuis le 1er mars que le blocus humanitaire est en place. Est-ce qu'il faut prendre des sanctions contre Israël? Bien sûr qu'il faut prendre des sanctions contre Israël, et ça, c'est l'Union européenne qui a le pouvoir de le faire. L'Union européenne avait été capable de prendre des sanctions très rapidement contre la Russie, et là, elle n'est pas capable de le faire contre Israël. Pourquoi? Parce que les sanctions de l'Union européenne se prennent à l'unanimité. Et que Unanimité de qui? Des États? des États membres. Aïe. Et Aïe! Oh là là! Oh là là! Quelle émission de con, putain! Mais quelle émission de merde! J'ai l'impression de voir. Ouïe, ouïe, ouïe. Oh, j'ai l'impression de voir encore un raté. sketch. Oh là Ah bah là. voilà, bah, le génocide va continuer, bah on peut rien faire.
On peut, Oh, ouin, rien, ouin, on peut ouin. rien Oh, faire, on n'a aucune voix internationale, aucun accord, on peut pas fichtre. mettre la pression. Putain, c'est. Putain, c'est Les, pas ga- de les bol. gars, ils ont été quand même plus rapides pour mettre la pression à la Grèce quand la Grèce a voulu faire des réformes Ah, sociales que face à un ah. génocide. Hein, c'est bizarre. Bizarre, bizarre. Il y avait eu des problèmes avec la Russie, avec le veto mis par Viktor Orban, mais là, vous pouvez être sûr que M. Orban, qui a d'ailleurs annoncé son retrait de la Cour pénale internationale et qui a accueilli Benyamin Netanyahou il y a un mois, ne validera jamais des sanctions. Donc, il faut que ces sanctions se prennent sur le plan national, de façon bilatérale. C'est possible, mais ça aura moins d'impact. Contre des entreprises, que des contre sanctions contre européennes. des médias, contre... C'est des entreprises qui opèrent, par exemple, dans les territoires colonisés de Cisjordanie. Mais il parle par exemple contre des médias. On rappelle que Russia Today a été ban quasiment instantanément après l'invasion du territoire ukrainien en France. Pourquoi pas, hein, moi, je sais pas si ça a tant d'intérêt que ça, mais bon, pourquoi pas. I24 n'a toujours pas été ban, tu vois, donc il y a vraiment un deux poids deux mesures évident et il n'y a pas de volonté à l'échelle française de le faire. Il n'y a pas de volonté du tout. C'est contre des responsables du gouvernement israélien. On est capable Il y a des propriétés en France, comme il y avait pour les oligarques russes, peut-être aussi. Il y a moins ce genre de choses. Il y a moins. Il y a moins ce genre de choses. Mais vous dites qu'il y a des entreprises. Il y a moins de ce genre. Oh là 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 là. Gilles Il y en a pose une moins. question qui est de l'ordre qualitatif, de dire bah, on a bloqué les avoirs des oligarques russes, est-ce qu'on peut faire Ouais, mais pareil? il y Et en a puis elle moins. répond mais il y en a moins, mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y en ait moins? Je suis même pas sûr que ce soit En vrai fait, déjà. Mais les impossible. oligarques, il y avait 200 milliards, alors que là, les autres, il n'y a que 50. Donc, du coup, c'est. Voilà. Putain, mais cette Ah, partie c'est de insupportable. claquette. Non, mais t'as Ah, vu ce pas du... truc-là? Là, je t'avoue que je suis à ma limite. Et pourtant, toi, t'as tout vu. Putain, moi, je vois juste ces extraits. Vraiment, moi, enfin, si tu veux, c'est Mais c'est une partie de claquette tout insupportable. du Mais... long. À l'écouter, elle est d'accord avec la France Insoumise surtout, mais quand on y parle de la France Insoumise, elle dit qu'ils sont très méchants, et quand on lui dit mais pourquoi vous avez pas fait ça avant, elle dit parce que machin, la famine, blabla, l'intentionnalité, on comprend pas du tout le truc. Enfin, c'est un enfer. En fait, quand on tuait les enfants en les déchiquetant, ça allait. Mais là, on les tue en les infamant. Donc, c'est moins C'est bien. ça. C'est ça. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Je Ah pense ouais. qu'on en a assez vu, t'as l'air en PLS. Ah, j'en peux plus là. J'ai envie de dire des choses vraiment très méchantes, peut-être même qui dépassent un petit peu le cadre légal, tout ça. Donc je vais arrêter. Yes, bon, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne Padu, PADU, sur laquelle va sortir une vidéo dimanche ou est sortie une vidéo dimanche. Allez la voir, n'hésitez pas à vous abonner à Zoé sur YouTube, Docteur-Zoé-YT, sur lequel sortira peut-être une vidéo un jour. À vous abonner à nos Twitter, à nos Insta, à nos TikTok, et à vous abonner à Position Revue sur Twitter. Allez voir leur site internet. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde. Salut et rappelez-vous, plus jamais PS sur tous les sujets, ce sont les pires, plus jamais PS.